Salut tout le monde, j'ai tellement hâte de vous présenter l'épisode des visiteurs de Minnesota. Quel accès complètement fou, l'accueil de ces deux organisations-là, des Twins et du Wild. On s'est entretenu avec Édouard Julien un petit peu plus tôt, également avec Marc-André Fleury hier dans le dernier match de la saison du Wild du Minnesota. Regardez, on est ici sur le terrain directement. Les Twins commencent à jouer dans une heure. Hâte de vous présenter cet épisode-là. Les visiteurs de la commission athlétique avec BPM Sport Radio également. Une présentation de nos amis billets.ca. Soyez là, on peut pas plus être là qu'en ce moment sur le terrain à Minneapolis. Merci tout le monde d'être là. La commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas, Washington, D.C. Les visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. 5 équipes de sport, 2 petites villes, c'est vraiment ça, c'est 2 petites villes jumelles, Minneapolis et Saint Paul. Je vais tout vous révéler là-dessus, mais 5 équipes professionnelles, dont 4 stades à aller visiter. On en a fait 2. On y retournera pour les 2 autres. Hey, c'est pas de ma faute. Les Vikings jouaient pas au US Bank Stadium en plein mois d'avril. Et il y avait les séries éliminatoires des Timberwolves du Minnesota qui commençaient cette journée-là au Target Center. Mais j'ai eu l'occasion de visiter le Target Field des Twins du Minnesota et le Xcel Energy Center, une aréna que j'avais tellement hâte d'aller visiter. Merci à la gang de billets.ca de nous envoyer là-bas et d'être des partenaires dans ce podcast-là. Et avant aussi que je commence à vous raconter mes histoires, on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe J.C. Perrault pour tous les meubles que vous voyez présentement à l'écran. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe J.C. Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch de la Chigan. Mais d'abord, des invités de marque. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Marc-André Fleury à la fin du dernier match de la saison. Lui qui avait prolongé son contrat, vous le savez, pour ce qui sera sa dernière saison en carrière l'an prochain avec le Wild. Me demandait pourquoi il voulait terminer sa carrière là-bas absolument. Ça n'a pas pris une couple d'heures. Et j'avais compris pourquoi. Et surtout en visitant le barn là-bas qui est complètement exceptionnel. On fera bien sûr les notes un petit peu plus tard, l'évaluation du Xcel Energy Center. Et Édouard Julien, un des joueurs de balle favoris qui nous rend très, très fiers en tant que Québécois. Les Twins ont remporté leur division l'an dernier. Et là, du baseball au mois d'avril, alors qu'il neige, qu'il fait 3 degrés, il n'y a personne qui va venir me dire que ce type de baseball-là ne pourrait pas fonctionner à Montréal. Personne! Et une légende va venir dans le podcast tantôt. Larry Fitzgerald Sr. J'ai tellement hâte de vous raconter cette histoire-là. Je pensais jamais avoir un gars qui a couvert 40 Super Bowls dans un épisode des visiteurs, aussitôt que ça. D'ailleurs, dans l'histoire de notre très jeune podcast au 4e épisode, j'ai très hâte de vous présenter ça. Oui, c'est le père du receveur de passe des Cards d'Arizona, Larry Fitzgerald, qui est un journaliste à Minneapolis, un homme que j'ai rencontré là-bas. D'ailleurs, je veux juste vous dire, avant qu'on commence ces évaluations-là, puis qu'on rentre dans le vif du sujet avec les 2 stades qu'on a visités, un stade, un aréna, c'est-à-dire, c'est notre premier stade de la MLB qu'on couvre aussi dans les visiteurs. Puis je sais que les fans de balle qui nous écoutent, vous aviez hâte en tas. Et vous savez quoi? Moi aussi, je m'en suis jamais caché. C'est le sport que j'aime le plus aller visiter. Voir une partie de balle en vrai, visiter les stades, les parcs qui sont tous uniques l'un après l'autre, les 30 des équipes de la MLB. M'en allais où avec ça, moi, là? Tout perdu. Pag, aide-moi donc. Pourquoi j'aime ça aller dans un stade de... Ils sont tous uniques. T'as une expérience. Et je pense que si, admettons, là, vous n'avez pas grand temps pour voyager, vous en allez dans une destination, tu t'en vas dans un parc de balle, t'as vraiment le pouls de la ville. Les gens, t'es capable d'avoir comment je te dirais ça? L'attitude locale des fans, tu l'as avec la balle, bien sûr. La gastronomie, la bouffe, la bière, tout ça, vous avez ça dans un parc de balle. Puis le design est souvent imprégné avec la ville qu'on va voir. Et je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais si vous avez visité quelques parcs de balle, tu sais, San Francisco, par exemple, Oracle Park, c'est iconique. La vue qu'on a là sur la baie de San Francisco, rappelez-vous des circuits de Barry Bonds également dans l'eau, les gens qui allaient récupérer les balles avec des canots et tout le reste. Celui de Pittsburgh également qu'on voit avec les ponts, celui qu'on aurait fait avec Montréal d'ailleurs, là.
avec la vue sur le centre-ville, dans le bassin Peel. J'y rêve encore, j'y crois encore. Je suis certain qu'on est capable de faire fonctionner ça. Et Minnesota, le Target Field, qui est directement dans le centre-ville, je vais vous dire ça, il est très, très bien positionné, ce stade-là, à Minneapolis. Enfin bref, c'est pour ça que j'aime ça aller voir de la balle. Pour moi, un match de balle, c'est autant de relaxation que 2 jours sur une plage dans le sud. Pas super, hein? En 3 heures. Enfin bref. Avant de tomber dans cette évaluation-là, ah oui, c'est ça. L'accueil des gens au Minnesota, exceptionnel. Extraordinaire. Tout le monde, je sais pas pourquoi, j'ai de la misère à me l'expliquer, les gens sont tellement gentils. Les fans sont respectueux, les membres des 2 organisations qu'on a visitées, jusqu'aux gardiens de sécurité, des gens à l'accueil qui sont contents que tu sois là. Rentre au Xcel Energy Center, le personnel de sécurité t'accueille comme si t'étais de la famille. Et le gardien de sécurité, petite anecdote, j'attendais mon Uber, faisait froid, on était encore au début du mois d'avril, j'attendais mon Uber à la fin du match, et tu sais, pas besoin de vous dire qu'après les entrevues, les conférences de presse et tout ça, les membres des médias, on est pas mal les derniers à sortir. Et le gardien de sécurité est venu me voir, m'a ouvert la porte, il dit « Non, attends pas ton Uber à l'extérieur, rentre en dedans. » Je rentre à l'intérieur, on se met à jaser un peu ensemble. J'ai dit « Faites-vous ça pour tout le monde? » Il dit « Non, mais il dit « Nos invités qui s'en viennent ici, on n'aime pas ça les faire attendre à l'extérieur au froid, alors ça me fait plaisir d'attendre avec toi que ton Uber arrive, tout ça. » J'ai jamais vécu ça. Habituellement, les gardiens de sécurité, ils donnent un coup de pied dans le derrière, sort dehors, on ferme l'aréna, puis c'est terminé. Il dit non, il dit, je vais fermer les portes lorsque tu seras parti, il n'y aura pas de problème. Et je lui ai posé la question, encore une fois, tu sais, est-ce que c'est une question de la ville, question de l'État, de l'organisation? Il dit, c'est vraiment l'organisation du Wild qui est comme ça. Et ce building-là ici, c'est la culture qu'on a. C'est de cette façon-là qu'on accueille les gens. Et je vous le dis, ça a été comme ça du début à la fin. Puis c'était la même chose avec les Twins également. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en donnant les notes, notamment sur l'emplacement de ces 2 endroits-là. Les Visiteurs, le podcast. Évaluation du Xcel Energy Center. C'est là qu'il faut vraiment faire une distinction entre une évaluation impartiale, comme on tente de le faire du mieux qu'on peut ici dans les visiteurs, et mon appréciation personnelle. J'ai hâte à la fin de la saison de faire une récapitulation de mes appréciations personnelles des arénas puis des stades qu'on a visités. Et il va falloir faire un classement aussi des arénas de hockey et des stades de baseball et de football qu'on a visités. Donc, pour moi, c'est des mondes qui sont quand même différents. Comme on dit, pareil, mais différents un peu, si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, toujours le premier point qu'on évalue, c'est l'emplacement. Le Xcel Energy Center, je vais lui donner un 4.7 sur 5. Pourquoi? Très facile de se rendre en voiture, en Uber également, donc des transports comme ça, les taxis. Transport en commun, il y a le tramway qui passe. D'ailleurs, ce tramway-là est exceptionnel. Puis en même temps, je vous le recommande pas. Et je vous explique pourquoi. Le même tramway, en 45 minutes, vous pouvez vous rendre aux 5 stades différents de Minneapolis et Saint Paul. Donc, du Target Field, Target Center, c'est le Alliance Field. Là, j'ai un blanc de mémoire pour le Minnesota United, le US Bank Stadium et un petit peu plus loin sur cette ligne-là, donc directement à Saint Paul, vous avez un arrêt pour le Xcel Energy Center également. Ça coûte comme 2 $ US pour un aller là-bas. Donc, c'est vraiment pas cher. Le Uber en coûte 22. Donc, moi, j'ai voulu sauver les sous, expérimenter ça pour vous. Par contre, je vous dis, ça n'a pas été le parcours en transport en commun le plus confortable que j'ai fait. À un moment donné, je vous dis, je pense que j'étais la seule personne dans le train au complet qui avait aucune envie de consommer ou de dealer de la drogue. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Fait qu'à mi-chemin, je suis sorti du train, puis j'ai pris un Uber. Donc, ça, c'est des faits. J'ai vu des transactions de drogue. À un certain moment donné, je me suis dit, bon, je vais mettre mon passeport sur moi. Comme ça, si quelqu'un prend mon sac à dos, au moins, j'ai encore mon passeport, ma carte de crédit puis mon téléphone.
Comme je dis souvent en voyage, quand tu as ces 3 affaires-là, il ne peut rien t'arriver. Alors, enfin, bref, c'est très facile d'accès. Il y a, je crois, 3 hôtels qui sont dans une distance de marche de moins de 300 mètres du Xcel Energy Center également. Alors, ça se fait très, très facile. Il y a la rue et la 7th Street, qui a plusieurs restaurants, des bars, tout le reste. Fait que si vous voulez passer la journée là, vous voulez aller manger avant un match, après un match, festoyer, vous pouvez tout faire ça là-bas à distance de marche. Ça se fait très, très bien. Saint Paul est un petit peu plus petit que Minneapolis aussi. Donc, je veux dire, c'est une ville qui est tranquille. Minneapolis, ça bouge un peu plus. Comme vous allez entendre, c'est-à-dire Larry Fitzgerald tantôt, c'est peut-être pas la ville de party par excellence. Fait que si vous voulez aller là-bas pour festoyer, par exemple, ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas là que vous allez avoir la meilleure expérience. Mais moi, je vous dis, j'ai eu une très bonne expérience de manger avant le match. Puis je vous raconte ça quand on parle de la bouffe dans quelques instants. Alors, 4.7 sur 5 l'emplacement. J'aurais mis un 5 si l'aréna avait été au centre-ville de Minneapolis, tout comme le US Bank, le Target Field, le Target Center. Mais étant donné qu'on est encore dans une ville en soi, là, Saint Paul, c'est une ville, c'est pas à l'extérieur de Minneapolis, par exemple. C'est une ville à proprement dit. C'est pour ça que je lui donne cette note-là de 4.7 sur 5. Le design, maintenant, 4 sur 5. Là, building en briques au complet à l'extérieur, c'est pas très impressionnant comme building ou, par exemple, le Rogers Place dont on parlait, qui est tellement neuf puis avec un design époustouflant à l'extérieur, comme lorsqu'on était à Minneapolis, le US Bank Stadium, c'est beau, c'est fait comme un bateau de Vikings, là, parce que l'équipe, c'est les Vikings, vous allez me dire. Mais je donne quand même une note élevée pour le design, je vous explique pourquoi. Ça a ouvert en 2000 et j'aime beaucoup la vision qu'on a donnée au Xcel Energy Center à comparer de ce qu'on a fait, par exemple, aux autres buildings. Tu sais, on parlait du Crypto.com Arena de Los Angeles qui a déjà eu plusieurs millions, plusieurs dizaines, centaines de millions en rénovation qui ont été faites dans les dernières années, qui a ouvert tout juste quelques années avant le Xcel Energy Center. Puis, on sent pas qu'on a besoin de donner des rénovations au Xcel Energy Center. Il a été très, très bien pensé. Puis je me rappelle avoir vu une entrevue dans le temps avec Mario Tremblay qui coachait là-bas avec Jacques Lemaire, qui vantait cet endroit-là. Puis il a tout à fait raison. Tu sais, on l'a bien pensé parce que tu peux voir le match d'à peu près partout, même si tu es en train de manger. Par exemple, tu t'en vas t'acheter de la bouffe, tu n'as pas besoin de... Tu n'es pas coupé du match, par exemple, comme on voit au Centre Bell. Tu vois partout, puis tu vois à l'extérieur aussi. Il y a des vitres à peu près partout. Donc, tu peux... pour moi, je trouve que ça respire puis ça donne une ambiance, un petit cachet encore plus. Puis parlant de cachet, le branding qu'on donne à ce building-là, tu sais, le Minnesota, on dit The State of Hockey. Et c'est comme, quand tu rentres là-bas, c'est comme si tu rentrais dans un chalet de hockey. La boutique s'appelle le Hockey Lodge, qui est directement, là, on traduit ça par le chalet de hockey. C'est vraiment... Le building, l'ambiance, ça sent le hockey, c'est confortable, tu peux te promener partout, tu te sens jamais tassé, même dans les entractes. Et moi, ça m'impressionne pour un building qui a été bâti il y a 25 ans. On a commencé la construction en 1998. Ça a coûté d'ailleurs 178 millions US, là. Ridicule, je trouve, ce que ça a coûté par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui pour les coûts de construction. Déjà là, le building vaut plus que ça, on s'entend. Et voilà. La culture dans ce building-là. Les gens, je le répète encore, on est accueillant au Minnesota. Les gens sont gentils, sont tranquilles, souriants. Il y a toute une ambiance aussi, on en parlera dans quelques instants. Mais pour moi, ça ajoute... Ça rentre ça aussi dans le design de l'endroit. Fait que je vais y aller avec un 4 sur 5. Puis c'est pas parce que... Le point que je coupe, c'est à cause du design extérieur qui... Il n'y a rien d'impressionnant. Là. C'est un aréna de la Ligue nationale, par exemple. Je vous le dis encore. Mais à l'intérieur, cette ambiance-là de chalet qu'on donne, la façon qu'on l'a pensé... Puis le fait qu'on n'ait pas besoin nécessairement, qu'on sent pas que c'est un vieil aréna... il vieillit très, très bien. Puis moi, je trouve, si vous voulez vivre un trip de hockey dans un des meilleurs arénas de la Ligue, mais le Xcel Energy Center est une très, très bonne place pour ça.
L'ambiance maintenant. Ça criait du We Love You Flower. On a donné un prix cette fois-là à Marc-André Fleury. D'ailleurs, lorsque je me suis entretenu avec lui, je vous présente ça dans quelques instants. Il avait tout juste prolongé pour une prochaine saison, puis on était tellement contents de l'avoir là-bas pour une autre saison. C'est un gars avec un leadership incroyable, puis d'avoir un gagnant de la Coupe Stanley, en fait, c'est une légende, là, Marc-André Fleury, vous le savez comme moi. Donc, on lui a très, très bien rendu ça. C'est le joueur de loin, même avant Kirill Kaprizov, qu'on a acclamé le plus fort lorsqu'il a été présenté dans l'alignement partant. Il y a 20 500 personnes qui rentrent dans un format hockey dans le Xcel Energy Center. Et en moyenne, dans une saison, on dit qu'on a 18 500 personnes. Pendant très, très longtemps, les billets de saison ont tous été vendus. C'est très, très fort. En fait, la foule est très, très bruyante. C'est pas le building le plus fort, tu sais. Par exemple, le Honda Center est beaucoup plus fort que ça. Le Centre Bell a le pouvoir d'être très, 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 très fort, très, très bruyant. On l'a vu à multiples reprises dans les dernières décennies. Il y a un organiste sur place qu'on filme beaucoup, qui interagit avec la foule. Puis ça, je trouve ça très, très cool. Un petit peu comme on a au Centre Bell notamment, puis aussi au Crypto.com Arena, on l'a dit. Il y a des très, très beaux efforts d'activation. L'équipe qui est sur place fait un excellent travail. Moi, le soir que je suis allé là-bas, on présentait d'ailleurs les joueurs des Mighty Ducks, les acteurs, c'est-à-dire du film Les Mighty Ducks 1 qui était sur place, dont Lester Everman qui était là. Les gens sont mis à crier super fort. Donc, on connaît notre hockey là-bas. Ça paraît que c'est une foule qui connaît son hockey, qui est très, très participative. Je dis que c'est très fort. Selon moi, ça pourrait l'être un petit peu plus, puis ça nuit peut-être un peu à cette ambiance-là dont on est capable de démontrer au Xcel Energy Center. Également, l'annonceur maison, pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu dans la ligue. Puis la chanson début aussi qu'on va vous présenter présentement dans quelques... Présenter présentement. Hey, c'est fort, hein, ça, Pag? Ça se dit bien. J'ai adoré l'ambiance du Xcel Energy Center et je vais y aller avec un 4.1 sur 5 en termes d'ambiance. C'est vraiment, vraiment une ville de hockey, puis ça, on me l'avait dit à plusieurs reprises. La bouffe. Quel bel effort de donner plusieurs options aux consommateurs. Et ça, c'est à l'intérieur de l'aréna aussi, où vous pouvez très, très bien manger pour tous les budgets. D'ailleurs, tu peux avoir un hot dog et un popcorn qui sont pas si chers que ça. Il y a des spéciaux qui se font un peu partout. Et tu as des options locales. Par exemple, il y a un saucissier local où est-ce que vous pouvez aller acheter des... en fait, c'est des plus gros hot dogs, tout ça, là. Donc, des saucisses qui sont faites de façon artisanale, par exemple. Il y a plusieurs sandwichs, tous les sandwichs possibles et impossibles. Tu as des options santé qui se font également au Xcel Energy Center. Donc, le Sausage House, voilà, qui est fait par les Sheboygan Sausage Company. Tu as des bières locales qui sont là, locales et régionales. On fait un très, très gros effort de montrer des brasseurs locaux, un peu comme on le fait au baseball. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Les City Burgers, tu peux avoir au Philly Post, c'est des Philly Cheesesteak. Et tu as même des salades, des soupes et des petits bols là, de quinoa que tu peux avoir qui sont faits from scratch chaque jour. Et dans un endroit qui s'appelle le Wild Greens. Donc, toutes les options. Santé, vegan, pas santé pantoute. Puis même au niveau des desserts, ils servent, ça j'ai trouvé ça tellement intéressant, ils servent la fameuse crème glacée molle dans un casse du Wild. Comme au baseball. Comment tu veux pas aimer ça? C'est incroyable. Et aussi, vous allez voir ça sur notre Instagram. J'ai fait... t'as
T'as des milkshakes également à l'ancienne, comme au Mikey's Diner dans le film Les Mighty Ducks d'ailleurs, qui est juste au coin de la rue. Si vous allez au Xcel Energy Center, vous marchez 2 coins de rue vers l'est, puis vous allez voir ce diner-là légendaire où est-ce qu'il y a eu des scènes des films Les Mighty Ducks qui sont faits. Et moi, j'ai fait 2 tests de bouffe pour vous. Je me suis inspiré de mon ami Olivier Primo pour faire un review de poutine au pulled pork qu'il y avait sur place là-bas. Greg, une note de 6,9 sur 10. Ça goûte rien. Les frites étaient bonnes. Pour le reste, c'était pas la meilleure poutine, mais je trouve ça cool qu'on serve de la poutine quand même au Minnesota et qu'on fasse un effort louable et d'avoir les vraies côtes de fromage. Les vrais de vrais. Et il y a ça va intéresser probablement plusieurs d'entre vous. De la pâte à biscuits. Il y a un kiosque, le J&R's Dough Shop, qui est de la pâte à biscuits. On en a 4 sortes différentes. Elle est excellente. Je pense que ça coûtait 7 $ par petit pot, puis ça en vaut la peine. Ça goûte vraiment le mélange de gâteau. Le méchant rush de sucre que j'ai eu après, là, je vous confirme. Allez voir ça sur notre Instagram. Alors, un effort très, très intéressant d'avoir de la diversité et une offre alimentaire respectable. Alors, je vais avec un 4,4 sur 5 pour la bouffe au Xcel Energy Center. Et finalement, les prix. Les billets moyens, donc en bas et jusqu'en haut de l'aréna, on se situe bien en bas de 100 $ US, ce qui, pour moi, en vaut grandement la peine. Pour la bouffe, il y a des happy hours qui se font à 6 $. Tu peux avoir un hot dog, tu peux avoir une bière, tu peux avoir une grosse pretzel, une bière de 16 onces d'ailleurs. Tu peux avoir d'autres trucs comme ça qu'on vend, c'est 1h30 avant le match. 6 $, pardon, ce qui vaut pas mal la peine. Là. Tu veux te bourrer à la face avant le match, c'est l'occasion de le faire. Puis ça fait que le building est plein avant le début du match aussi, ce qui est très intéressant puis qui aide aussi au niveau de l'ambiance. Sinon, c'est très raisonnable. La poutine, je pense, m'a coûté comme 14 $, quelque chose comme ça. Les hot dogs sont moins de 10 $. Les popcorns sont pas chers non plus. Et comme je l'ai dit, les bières locales également, qui sont dans des prix qui sont très, très raisonnables. Alors, je vais y aller avec un 4,3 sur 5 au niveau des prix au Xcel Energy Center, ce qui revient globalement à une note de 86 pour le Xcel Energy Center, ce qui nous place en haut du Rogers Place et ce qui en fait l'aréna la mieux cotée à date dans la très très jeune histoire des visiteurs. C'est vraiment un endroit exceptionnel. En soi, le marché de Minneapolis, Minnesota, Saint Paul, les Twin Cities, je vous le recommande fortement. Et d'ailleurs, cela étant dit, je vous présente ce très court entretien. Je vous mets en contexte avec Marc-André Fleury. Fini son match, on m'avait déjà promis que j'aurais une entrevue avec lui. Il est dans le vestiaire, les médias s'en vont lui parler. Ils ont perdu le dernier match de la saison, il était déçu. Visiblement, il était déçu. Et fait son entrevue. Et en plein milieu de l'entrevue avec les médias, quand tu es un média francophone, moi j'aime mieux attendre à la fin de l'entrevue que tout le monde pose leurs questions à propos du match et moi aller lui poser les questions pour vous, pour les visiteurs. Et en plein milieu de l'entrevue, Bill Guérin, le directeur général, rentre comme une tornade dans la chambre et il dit « Dépêchez-vous, j'ai besoin de Flower ». Et il ressort pour revenir 1 minute et demie après et nommer les journalistes spécifiques qui travaillent pour l'équipe et dire « Hey, wrap it up, j'ai besoin de Flower, sortez-moi là ». Alors là, je peux vous dire que mon entrevue a un peu tombé à court et Marc-André, qui me connaît absolument pas, est venu me voir, il m'a dit « Toi, c'est en français, hein? » J'ai dit « Oui ». Il dit « Attends-moi, je te promets, je reviens ». Là, est parti. Ça a duré un bon 30-35 minutes où est-ce que j'ai attendu. J'ai parlé avec le responsable des relations publiques de l'équipe pendant tout ce temps-là. On a eu bien du fun à jaser ensemble. A dû aller voir des fans par la suite. Et après, a gardé sa promesse. Il est venu me voir. Il n'avait même pas fini encore son shake après son match. J'ai dit, veux-tu respirer 2-3 minutes? Veux-tu prendre une gorgée? Il dit, non, il n'y a pas de problème, on va jaser. Mais après tout ça, il est venu nous jaser. Alors, on a un court entretien avec Marc-André Fleury. Mais vous allez voir son amour pour le Minnesota. Je présente ça tout de suite. Puis après, on passe à Larry Fitzgerald. Une rencontre exceptionnelle que j'ai faite aussi sur la galerie de presse. Les visiteurs, le podcast. Marc-André, merci de prendre quelques minutes pour... t'as une grosse saison, une grosse semaine, puis une grosse journée aujourd'hui. L'organisation ici du WAP. Vous allez voir, je suis désolé. Visiblement, moi aussi, j'avais une grosse journée,
petit peu dans l'émotion de rencontrer Marc-André Fleury après avoir attendu presque 1 heure en tout et partout. Donc, je m'excuse d'avance pour la piètre qualité de mes questions qui s'en vont un petit peu de gauche à droite, mais concentrons-nous sur le propos de notre star de l'épisode. Ici du Wild, tu as décidé de poursuivre ta carrière pour une autre saison avec eux autres. J'ai parlé à beaucoup de gens aujourd'hui qui sont super heureux que tu restes ici. Pour toi, est-ce que c'était l'endroit parfait pour venir terminer ta carrière ici? Oui, écoute, je me sens chanceux d'avoir la chance de pouvoir continuer à jouer une saison de plus. J'avais pas l'intention de ménager mes enfants encore dans une autre école. Ils ont fait Vegas, Chicago, Minnesota, comme 3 écoles en 3 ans. Donc, avoir un peu de stabilité pour eux autres, c'est important pour moi. Puis c'est une super bonne gang de gars. Je pense aussi qu'avec si on reste en santé toute la saison, avec un peu plus de constance, je pense qu'on peut être dangereux pour les séries. On est d'accord là-dessus, mais l'endroit ici, je suis atterri hier, je suis tombé en amour, puis j'ai tout de suite dit, je comprends Marc-André Fleury d'avoir voulu rester ici, puis d'installer sa famille ici, puis de rester une autre saison. Es-tu comme tombé en amour directement avec l'organisation, avec les fans de hockey, avec l'environnement? Oui, je te dirais, la première chose, c'est les gars dans la chambre. Quand on joue, c'est pas mal de ça qu'on fait. On va à la maison, on est à l'aréna. Fait que je te dirais l'ambiance qu'on a ici. Aussi, je pense, côté du personnel, tous les trainers, le médical ou d'équipement, les coachs, le GM qui est mon ancien coéquipier aussi, c'est quand même cool de pouvoir jouer pour lui. On dirait tout ça ensemble, fait que c'était vraiment le fun d'être ici. Puis après ça, comme tu as dit, les fans qui adorent le hockey aussi. Puis, ouais, je pense que la famille s'est bien établie aussi. Tu as joué à Pittsburgh, on le sait, Vegas, Chicago, tous des environnements qui sont des grosses villes de hockey. Vegas, ça fait pas longtemps, mais quand même, on voit que c'est toute une expérience dans la Ligue nationale. D'être ici, comment c'est différent? On appelle ça Hockey State ici au Minnesota. On le voit, c'était le dernier match de la saison. Le building était plein, tout le monde était debout. On appelait ton nom, puis on a l'impression que tu as joué toute ta carrière ici là, quand on écoute les fans. Oui, écoute, on dirait le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui connaissent le hockey, qui ont joué au hockey. Comme c'est dit, c'est l'état des 10 000 lacs ici. Puis l'hiver, les lacs ils gèlent, puis les gens ils vont dehors. Beaucoup, tout le monde, on dirait, patine ou on joue au hockey à certains moments. On dirait que ça rappelle aussi le Québec, le Canada, un peu l'amour pour la game. C'est le fun pour ça. Merci beaucoup, Marc-André. Bonne chance la saison prochaine. Je pense que je parle avec tous les fans de hockey du Québec, dire que ça va être le fun de te voir jouer une autre saison, continuer à performer encore, puis tout le meilleur pour le Wild l'an prochain. Merci beaucoup, c'est gentil. Les plus belles rencontres qu'on fait lorsqu'on voyage pour du sport peuvent se faire à chaque coin de rue. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de l'agent de sécurité du Excel Energy Center qui peut être un de ces cas-là. Ça peut être des athlètes qui nous révèlent des super belles anecdotes. Ça a été le cas notamment à Nashville quand on a parlé avec Alexandre Carrier. Ça viendra dans le prochain épisode. Cette fois-ci, ma plus belle rencontre, ça s'est fait sur la galerie de presse du Excel Energy Center en deuxième période. Moi, j'arrive très, très tôt pour faire le tour de l'aréna, pour me faire une idée, pour vous donner les meilleures notes possibles et vous révéler tous les petits détails. Je n'essaye pas toutes les concessions de bouffe, là, sinon probablement que j'aurais besoin de m'acheter des chandails Excel au lieu des médiums. Mais enfin, bref, j'arrive très, très tôt. Alors, je mets mes trucs. Là, je vois qu'il n'y a pas énormément de journalistes qui sont sur la galerie de presse pour ce match-là. Et lorsque je reviens en deuxième période, il y a un homme qui est assis pas trop loin de moi, puis j'avais étendu mes affaires un peu parce que je voyais qu'en première période, il n'y avait pas personne. Et là, je m'excuse. Pardon, monsieur. Écoutez, je me suis étendu un petit peu, je vais ramener mes affaires. Il dit non, c'est correct, il n'y a pas de problème, tout ça. Il dit, est-ce que tu viens de Seattle? Parce qu'on affrontait le Kraken ce soir-là. Je dis non, je viens de Montréal. Il dit, Montréal, commence à me parler des expos et tout ça. Et là, je lui sors la main, je dis, je m'appelle Greg, tout ça. Et lui, il me montre son nom. Sur sa passe média, puis c'est marqué Larry Fitzgerald. Fait que là, je pars à rire et il me dit, est-ce que ce nom-là te dit quelque chose? Je dis, ouais, effectivement, je pense qu'il y a un athlète qui s'appelle comme ça. Je dis, ça se pourrait pas que vous soyez le papa d'un receveur vraiment connu, tu sais. Il part à rire et il me montre une bague du Super Bowl des Cards de l'Arizona. Ça, d'ailleurs, traitez-moi d'innocent, je savais pas que l'équipe
qui perd le Super Bowl reçoit aussi une bague. Là, je l'ai su. Alors, Larry Fitzgerald Sr., qui était là, et il s'est mis à me jaser. Là, je deviens comme un peu... tu sais, je fais mes recherches, tout ça, on jase ensemble. On va aller tout de suite parler avec Larry, mais je vous raconte un petit quelque chose dont on parle dans l'entrevue. C'était la journée où est-ce qu'on a appris que les Coyotes quittaient l'Arizona, là où son fils a joué. Et c'est un petit peu la même... Tu sais, quand on dit tout est dans tout, là, les Coyotes quittent l'Arizona, s'en vont en Utah, mais gardent la porte ouverte à revenir dans la Ligue nationale un peu plus tard. Pas mal ça qui est arrivé avec les North Stars en passant, hein, qui sont partis à Dallas dans la saison 1993. Et on a vu le Wild revenir quelques années plus tard dans un nouveau building, tout ça. Larry, lui, il a tout vu ça. Il a couvert 40 Super Bowls. C'est une légende du journalisme. Il y a des histoires à raconter. A pu finir. Il a accepté de venir sur le podcast aussi. Je vous présente ça. Ça a été un entretien que moi, j'ai trouvé très émotif. Je vais vous le traduire d'ailleurs à chacune des questions. On y va tout de suite. Mr. Fitzgerald, Larry, how are you doing today? I'm doing well. Just finished my assignment for morning radio. Been doing it for a long time, and exciting times in Minnesota. The Twins are red hot. They're in Toronto, beginning a series tonight. They've won 15 of their last 17. They lead the majors in strikeouts. And, they're playing very well. They just took 5 of 7 from the Red Sox and the Seattle Mariners. And, of course, the talk of the world has been the Minnesota Timberwolves. They're 6-0, the only undefeated team remaining in the playoffs. They're playing the world champion Denver Nuggets, and they lead that series 2-0. And tonight I'm excited. I'll be in downtown Minneapolis at Target Center at 8:30 Central Time tip when the Timberwolves take on Denver. And the league's MVP, the great man, Nikola Jokic. He's a great player. 3 times in 4 years, he's been the most valuable player. Bon, depuis ce temps-là, les Timberwolves en ont perdu 3 de suite, malheureusement, menaient 2-0 dans la série. Mais Larry nous dit, je viens de finir ma petite entrevue à la radio, ça fait longtemps que je fais ça chaque matin. Oui, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans les médias, je vous le dis, et qui parle à la radio, vous allez le voir un petit peu plus tard. Un homme de radio. Pareil comme nous autres ici à BPM. Et les Twins qui ont une très, très bonne séquence. On commencé la saison, on dealait avec des blessures un petit peu, mais vont très, très bien. Alors, il dit c'est exciting times. C'est une période vraiment le fun présentement au Minnesota. Je ne sais pas depuis qu'on a perdu 3 matchs, mais quand même, les Timberwolves qui montent une belle progression. Et très excité d'aller voir justement leur équipe locale affronter les champions en titre et le MVP en titre également de la NBA, Nikola Jokic. I thought you were talking about your MVP, the Ant-Man. Doing pretty well right now, huh? No doubt. Anthony Edwards has just been a gift, and he's just been really consistent in his growth. This being his 3rd year in the NBA, and he's already a max player. He's making, I think, $260 million. And he's just blossomed into just an original star. I mean, he plays on both ends, defensively, offensively. He's acrobatic. He can dunk with the best of them. He really can sky. He can shoot the jumper and make long-range shots. And when you consider he's playing with Karl Anthony Towns, who won the NBA Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Award yesterday, and Karl, people forget, and people seem to be surprised that the Timberwolves are 6-0. But remember this: the Timberwolves have 2 number 1 overall picks in the NBA draft: Anthony Edwards and Karl Anthony Towns out of Kentucky. And so, what a draft. And so they have allowed the seasoning of this group to come along, bringing in Coach Chris Finch, hired by Tim Connolly, a terrific general manager who built the Denver Nuggets into world champions. And he came in here, and the first thing he did was put a bunch of draft picks together
and players and go get Rudy Gobert. And so c'est intéressant ce qu'il dit ici. Il parle beaucoup. D'ailleurs, vous avez vu sa connaissance des Twins en partant. Et là, sa connaissance des Timberwolves dans la NBA. Comme un rêve journalistique. De connaître toutes ces équipes-là, toutes les stats, les joueurs. Et là, il parle de... pour nous, ça nous touche un petit peu moins la NBA, mais je trouve ça tellement intéressant qu'on rebâtisse les Timberwolves par le repêchage. C'est Tim Connelly qui est le directeur général qui a bâti les Nuggets de Denver en tant qu'équipe championne. Arrive maintenant ici, arrive au Minnesota, pas ici on est à Montréal, mais arrive au Minnesota et bâtit ça avec des choix repêchage. Et les 2 premiers choix repêchage qui sont allés chercher, c'est Anthony Edwards qui est exceptionnel et Karl Anthony Towns également. Et en fait, aller chercher Rudy Gobert également qui fait tout un travail dans cette équipe-là. The last time we spoke, it was on the press box. That's where we met and we had a successful discussion, great discussion there. And it was the day before the playoffs were starting, right? The first game was on the Saturday night, and you told me you absolutely have to stay to see a Timberwolves game at the Target Center. How would you say now that the town has a big vibe around the Timberwolves? I think that as per our discussion as well, we spoke about the Timberwolves not having any hype around the team whatsoever, coming into the playoffs, going against Phoenix, but the vibe was much more around the Vikings year round. Also, the Wild is pretty strong there in that market, and the Twins as well, being their division champs. And how did that turn in about two and a half weeks now? Well, it's turned into a fire, a raging fire. The world has seen the incredible growth of Anthony Edwards, and he's been so sensational, dominating performances, 40 points in back-to-back playoff games for a guy 22 years old. Only he and Kobe Bryant have done something like that. And the other part of it is people really are energized by the intensity and consistency that this team displays on the defensive end of the court. The Timberwolves have 3 interior defenders and 3 post defenders. And I think that combination of the way they attack you on the perimeter and the way they attack you inside with Rudy Gobert and Karl Anthony Towns and Naz Reid, the NBA Sixth Man of the Year, that combination has just lit a fuse on this town. And people are believing, even though they got a long way to go to win the NBA championship, you've got to win 16 games. I think you got to win 4. You got to win. Wow, you got to win 16 games. Just like hockey. That's right. So they've got a long way to go, but they're off to a great start, and I think the fans are just energized by it. The tickets tonight, if you sat on the roof, if you sat tonight in the game on the ceiling, it's going to cost you $400 a ticket. So it's just a lot of $400 US pour aller s'asseoir au plafond du building du Target Center. C'est ça que ça coûte. La NBA en séries éliminatoires en deuxième ronde. J'y ai posé la question lorsqu'on avait jasé. Je lui ai demandé si c'était possible pour lui de mettre dans l'ordre les équipes qu'il y avait à Minneapolis, Saint Paul dans les Twin Cities. Les Vikings, même si ça dure 3 mois dans l'année, sont roi et maître là-bas. Le US Bank Stadium, le design, on va vous montrer des photos sur les médias sociaux et sur notre version YouTube, bien sûr. Mais le US Bank Stadium, de l'extérieur, c'est tellement impressionnant, complètement exceptionnel. Et le Wild est deuxième dans ce marché-là. C'est ce qu'il disait. Les Twins sont toujours très présents aussi. Et les Timberwolves sont un petit peu quatrième. Alors, je lui demandais s'il y avait maintenant de l'engouement, maintenant que la saison du Wild est terminée, que les Vikings sont loin de commencer à jouer, les Twins vont bien, mais s'il y avait un hype autour maintenant des Timberwolves, puis la ville se rallie derrière, puis cette combinaison-là qu'on voit présentement avec notamment le mené par Karl Anthony Towns et Anthony Edwards a
mis le feu à la ville. C'est à peu près ça ce qu'il dit. Excitement surrounding being in the building and watching a team and an organization that started in 1989 and really other than the Kevin Garnett years when Flip Saunders was coach and Kevin McHale, that type of thing, was the general manager. That's the only other time really this team has had a team that could be comparable to this one. Que l'organisation a commencé également en 1989 et qu'il y avait un hype sans pareil que depuis les années de Kevin Garnett. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, si vous avez à peu près le même âge que moi. Vous avez probablement joué aux jeux vidéo puis vous avez vu Kevin Garnett apparaître dans certains de ces jeux vidéo-là. I asked you a very specific question at Xcel Energy Center, and that question was, Larry or Mr. Fitzgerald, what does this city need? And you told me a championship. How do the fans of other teams or other sports rally behind one of these teams when they have a great push like the Timberwolves are doing now? Well, you know, the rallying part of being a champion, you know, it's a lot of pain and agony and frustration. I mean, you know, I moved here in 1978 to cover the NFL. I grew up in Chicago, and when I got here, the Vikings were well known as the Purple People Eaters with Carl Eller and Alan Page and Jimmy Marshall, you know, that type of thing. And, of course, Bud Grant as the head coach. Well, they have not had a Super Bowl winner. They've been to 4 of them, but they haven't won anything. And so the Lynx had success. They won 4 WNBA championships with Maya Moore and that group. And that's been terrific. J'ai dit 5 équipes professionnelles, je m'en excuse. C'est vraiment 6 avec l'équipe de la WNBA qui, elle, est allée chercher beaucoup de championnats. But other than the Twins winning in 87 and 91 during the heyday of Kirby Puckett, it's been really tough. It's been lean in this town. They've seen a lot of frustration. Vikings in the playoffs. Twins had a losing streak of 18 games, which was embarrassing until last year. So, but right now they really have gotten behind this team because of the unexpected growth. They've been in the playoffs now. This is 3 years in a row, and you know they've had a little pain in the playoffs. You know, they lost to Memphis 2 years ago in a 6-game series. Last year, they lost in 5 games to the Nuggets, who went on to win the World Championship. So, you know, they're following that course that most teams usually go through, and that is you have to experience some growth and some pain and some agony and that type of thing. And I think this team is coming. Je trouve ça vraiment comique. Et ça ne l'est pas en même temps. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais d'entendre Larry dire... D'ailleurs, je vous résume la question que je lui ai posée. Je lui ai posé ça sur la galerie de presse lorsqu'on s'est rencontrés. J'ai dit, Larry, qu'est-ce que cette ville a besoin présentement au niveau sportif? Il m'a répondu un championnat. C'est assez simple. Ça prend un championnat. Et ce qui nous répond, c'est qu'il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup d'agonie pour les fans. Les Twins, jusqu'à l'an dernier, avaient perdu 18 matchs de suite en éliminatoire. Finalement, on réussit à remporter une série la saison dernière. Et on voit une croissance chez les Twins, puis on en voit ce qu'on voit présentement avec les Timberwolves. Il y a une croissance également qui est là. Le Wild qui n'a pas participé aux séries éliminatoires. Et tu sais, juste une petite anecdote comme ça. Lorsque j'étais au Target Field, j'ai parlé avec des journalistes et je disais, hey, c'est moi qui ai la berlue ou vous avez plus de corps arrière? Il a dit non, on va régler ça au prochain repêchage. Je disais, étiez-vous triste de perdre Kirk Cousins comme corps arrière? Il dit, il s'est rendu en série, il a gagné un match. Là. Donc, non. Il n'y a personne qui est fâché de le voir partir, même s'il y a eu des statistiques exceptionnelles. Alors, imaginez une ville comme Montréal où le Canadien n'a pas remporté la Coupe depuis 1993 et on se dit que c'est tellement long avant qu'on aille chercher un autre championnat. Eux, dans leurs 4 équipes de sport majeurs, là, les 4 NBA, NFL, NHL, MLB,
Le dernier championnat remonte en 1991. On est passé proche une couple de fois, mais là, on pense qu'on est vraiment en train de tourner le coin et je trouve ça intéressant le parallèle ici avec les Canadiens, avec Montréal. Il faut voir de la croissance et il faut passer par un petit peu de douleur pendant quelques années pour revenir vers le chemin de la victoire et les championnats. That's amazing. And now that I had such a great time, with you and also with the Wild organization, the Twins organization, both of these were, to me, some of the best welcoming I've had everywhere I've been in North America. I don't know if that's the same case with the Vikings, with also the Timberwolves, but the people in Minnesota are convincing me it's a fantastic sports environment, fantastic sports city. The fans, the organization, and also the athletes seem so proud and welcoming. Is that a thing in the Twin Cities, in Minneapolis and St. Paul? Alors, je lui pose la question, ce que je vous disais en ouverture d'émission, l'accueil au Minnesota qui vient de partout, des organisations, des gens, d'à peu près tout le monde, sauf dans le transport en commun. Je vous compte ça à la fin, mais bref. Est-ce que c'est vraiment de la façon qu'on accueille les gens, et pas juste dans le sport, mais partout? Well, for the most part, the athletes enjoy the environment here. Although years ago, the Timberwolves had a player from New York. I forget his name. He was a point guard. And he came here with a reputation that he likes to party. He likes to, being from New York, he likes to be out late, that type of thing. And so he pretty much slammed Minnesota for not having that kind of an environment. And, but ever since then, just about every athlete that's come through here has really enjoyed and embraced the community, and the community's proud of that. You can do some of the best fishing in the world is done here with the Great Lakes that we have. We have 100,000 of them. And, it's been really, really good. The summers, I cherish them. There's nothing like them here in Minneapolis and St. Paul. And I think that's one of the reasons why, you enjoyed yourself while you were here, and the athletes that come to town, they enjoy themselves. Sauf une fois où est-ce qu'un joueur des Timberwolves qui venait de New York disait qu'il ne pouvait pas vraiment faire le party dans les Twin Cities. Pour le reste, tous les athlètes sont tellement contents et fiers de jouer là-bas. Vous entendrez Édouard Julien également un petit peu plus tard donner ses commentaires là-dessus. Mais tu sais, Marc-André Fleury nous l'a dit, à quel point il adore ça. Il a choisi cet environnement-là pour terminer sa carrière aussi. Il y a 100 000 lacs ici. Tu peux faire de la pêche, tu peux relaxer. Tout ce que tu veux. Les étés sont exceptionnels. Ça a l'air, parce que moi, j'étais là au printemps, mais j'ai le goût d'y retourner en été, justement pour voir ça, pour être témoin de ces étés. Et Larry dit que depuis qu'il est arrivé en 1978-79, bref, dit que les étés sont complètement exceptionnels. Yeah, Marc-André Fleury was talking about that, and you know it even more than we do. He refused to finish his career anywhere else than in Minnesota because his kids love this place, his wife too, and he wants to finish his career here. He refused some trades, also to go to Stanley Cup contenders to stay here. And Eddie Julien, which I have his jersey on right now, also said the same thing, and he loves this place so much as well. You have the 5 major sports, which here in Montreal, we're a bit jealous, as we have 2 of them. We're missing 3. Since we lost the Expos. It's still very painful after 20 years, and we'll talk about that later. But who would you say offers the best experience for fans amongst these 5 major sports, and how would you rank them, if I may? Alors, je reviens sur les commentaires de Marc-André Fleury et d'Édouard Julien. Je lui demande, dans les 5 sports majeurs, nous, ici à Montréal, on en a 2. On a la MLS et, bien sûr, la Ligue nationale de hockey. Et je lui demande, au Minnesota, dans quel rang placerais-tu les équipes, placeriez-vous plutôt, ces équipes-là, en termes d'expérience pour les fans? Wow, that's really tough. We've got soccer here, too, Minnesota United.
Yep. They play at Allianz Field in St. Paul, and so I mean I think everything that I've witnessed over the years in terms of the environment and the excitement, it's on par with all of them. The Twins created a tremendous environment at Target Field in downtown Minneapolis. What a park! What a The park! And then of course the Wild, boy, you go into XL Energy Center. That is an environment of 19,000 strong. Every night they support and push that team to all kinds of limits, and they're being rewarded now because they've got Kirill Kaprizov, who's rising to be one of the great stars in the National Hockey League. Had 44 goals last year. You look at the Timberwolves with Anthony Edwards and Karl Anthony Towns and what they're doing this year. They had they were the third team in the Western Conference, and they led the Western Conference basically the entire year. So the support for them has just been at a fever pitch all year because the team just kept winning and winning and winning. And then they lost their last game, and they wound up third in the Western Conference. But, they've come to life in the playoffs with a sense of maturity that really has been embraced by the fans. And U.S. Bank Stadium, boy, when the Vikings are in there and they're playing well with with Justin Jefferson and things like that. This weekend, it's a mini camp for the Vikings with J.J. McCarthy and Dallas Turner, their number one picks coming in here. We get a firsthand look at them. So I would say it's pretty much a tie. All these organizations in town really have created environments in their buildings and embrace the passion of the fans who really come out trying to help their team win. OK, une réponse un peu politique. On va y donner celle-là à Larry. Il dit que toutes les équipes, et même le Minnesota United dans la MLS, offrent une expérience exceptionnelle à leurs fans. Le XL Energy Center avec leurs 19 000 fans qui sont toujours derrière leur équipe, qui sont toujours très, très bruyants aussi. Il parle des Twins au Target Field. Il parle du US Bank Stadium avec les Vikings, bien sûr. Selon moi, et plusieurs autres fans dans la ville à qui j'ai posé la question, les Vikings sont en avant. T'as 2 à 3 fois plus de fans dans un match que dans les autres. Alors, et la NFL en soi, en termes d'ambiance, donne quelque chose d'exceptionnel. Et ça a été voté un des meilleurs stades, d'ailleurs, dans la Ligue. Mais il dit que toutes les organisations, présentement, ce qu'on offre comme spectacle, sont à peu près égales, puis c'est du très bon spectacle, très bonne expérience client pour chacun des 5 sports majeurs. You have that passion for all of sports, as you told me, and as we well know when we hear you answer these questions. Larry, we also discussed about Arizona losing the Coyotes, and you were, for lack of better word, you were very emotional. I'm sorry about that, but if that's the wrong statement, but that's how I felt, that you were very emotional because it brought you memories of the Minnesota North Stars, which were almost the same story. The team was sold and moved to another state, and with the promise of having the team back in just a few years. That's what happened with the Wild. Can you tell us about losing that team and what it meant to the city? That, it's a very successful franchise. We see the Wild being very successful as of the year that they entered the league, but the North Stars had a tremendous organization as well. And I think that the fans still remember those years that they lost their hockey team. Alors, je lui pose la question que je vous racontais tantôt concernant les Coyotes, la perte des Coyotes qui s'en vont à Utah, mais la perte des North Stars qui sont devenus les Stars de Dallas par la suite. Il semblait très, très émotif par rapport à ça. Et écoutez sa réponse, c'est tellement passionnant. They did, and some of the fans in town, you look at Dallas right now, they're even with Colorado, 1-1 in their series. Yep. Among the Elite Eight in the National Hockey League, and people still have passion for what the North Stars did. I covered the Stanley Cup Finals back in the 90s against the Pittsburgh Penguins. I'll never forget it, out at Met Center. And so
my son has had the fortune of playing professional football. He played it 17 years, and he lives. I've got 5 grandchildren now out in Arizona, and so he's embraced hockey as well. And I've been to games with him out there. And so when I found out that the Coyotes were moving and had packed their bags and were leaving the campus of ASU, that really bothered me, because I just said that's a huge void when a professional sports team and the people that run it or the league make the decision that it's time to go. And there are always circumstances and things that are out of your control and why those decisions were made, but it doesn't take away any of the frustration and the pain and the memories that I've experienced covering when the Wild would go to Arizona to play the Coyotes, or when I would be in Arizona and go to see a Coyotes game. Those things are memories and moments that I cherish, and it's unfortunate that Utah is now going to benefit. I see they've already sold out. That's crazy. They've sold a ton of tickets already, and they don't even have a name yet. Yeah, that's pretty crazy. C'est drôle. Il dit toute la douleur, encore une fois, la peine que ça crée de voir une équipe partir d'un environnement point, comme c'est le cas présentement avec les Coyotes. Il dit, on a déjà vendu les billets de saison, puis on n'a même pas un nom encore à Utah, donc probablement qu'on a un fort intérêt là-bas, puis que c'était une bonne décision de business. Il y a des circonstances qui font qu'on doit déménager des franchises, malheureusement. Et lui a un attachement spécial aux Coyotes parce que Larry a joué pour les Cardinals de l'Arizona, son fils, pendant 17 saisons. Il y a plein de matchs qu'on est allés ensemble. Lui, étant né au Minnesota, c'est un fan de hockey à la base. Alors, d'avoir été dans ces matchs-là, couvrir le Wild qui s'en allait jouer là-bas en Arizona. Donc, de savoir et de connaître également ce que ça cause quand une organisation comme ça doit déménager. Ça le rend très, très émotif. Mais il y a tellement des beaux souvenirs de ces matchs-là en Arizona. Et l'environnement de hockey que c'était, notamment avec son fils, et ça, ces souvenirs-là vont toujours rester également. They will have Utah HC for the first year. So your son, is he still a hockey fan, just like you? Is he a Minnesota Wild fan? Did he grow up being a North Stars fan as well before moving to Arizona and supporting the Coyotes? Well, he didn't know much about the North Stars. He wasn't born until, 1983, so he was pretty young. But, with the success he had in college, being a 2-time All-American, College Player of the Year, and then getting drafted in the first round, born in Minnesota, the state has embraced him. And so the sports teams have invited him. The Wild, I remember, gave him a jersey with the number 11. The Twins, same thing, have given him a jersey and let him throw out the first pitch, that type of thing. So it's something that he has enjoyed and he's earned, and he's recognized. I think this week he's on the cover of the May issue of Minnesota Golf magazine, and they recognize him as a golfer, Wow. And of course he's known as a football player, but that tells you his passion. And a couple of weeks ago, he took me down to Augusta National. I got to play the Masters. You did? Yeah, I got to play the course, and so that was 4.5 hours of just sheer enjoyment, being with your son as you walking through the memories that I've covered watching the Masters since I became a sports fan. La réponse un peu déviée de la question, mais je lui demandais si Larry était toujours un fan de hockey. Il répond oui. Je lui demandais si, lorsqu'il était plus jeune, il était fan des North Stars, mais bon, ils sont partis lorsqu'il était encore très jeune. Mais oui, c'est un fan du Wild, et toutes les équipes de Minneapolis, de Saint Paul ont reconnu, invité Larry Fitzgerald, lui ont fait un chandail avec son numéro 11. Il nous raconte également qu'on le reconnaît maintenant comme un golfeur, donc il est sur la couverture du Minnesota Golf Magazine, qui ont joué à Augusta National, le parcours du Masters récemment, puis que c'était
des très, très beaux souvenirs également. Larry, you are a, I won't say Minnesota sports journalism, you are a sports journalism legend. You covered over 40 Super Bowls, all of Minnesota sports teams. And I'm going to ask you a question I ask to every athlete, every journalist, every personality that comes on this podcast. If I ask you to close your eyes and think about one or two specific moments that, you know, define your city, define Minneapolis, St. Paul, the sports in Minnesota, may it be personal or professional because you covered so much, but you also saw your son being drafted and growing up being a Vikings ball boy, as we discussed as well. What would be those one or two specific moments? Je lui demande la question que je pose à tout le monde qui viennent sur ce podcast, fermer ses yeux, nous donner peut-être ses 2 meilleurs moments qu'il a eu dans sa carrière de journaliste, mais également professionnel, parce que voyant ses fils grandir, de voir Larry être repêché, mais être un fameux ball boy pour les Vikings dans sa jeunesse. Alors, quels sont ses meilleurs souvenirs? Well, I got to go back to the beginning, 87 and 91, the World Series, to be able to experience watching the Twins win 2 world championships, and led by Kirby Puckett, a guy from Chicago who I got to know and grow with, and just knowing that, you know, they took it to the limit. They won it all. They never lost a game at Metrodome, and that was the old home of the Twins. They won all 4 games against St. Louis. They won all 4 games against Atlanta. So that meant they trailed twice, 3-2, in both series, but they found a way to win at home with the Hankies and the sold-out 55,000 at Metrodome. And those are memories that you simply never forget. And, of course, you know, a big memory for me is, you know, just watching the development of my 2 sons, who got to be ball boys when I was Dennis Green's radio show producer, host. And the coach allowed me to build my network and kind of save my career, because I had been fired by a radio station here in town, unfairly, I may add. But he allowed me that opportunity, and I'll never forget it, because it allowed me to, you know, keep my family intact and not leave the community, not leave the state, not leave the city, and just keep marching forward. And it's been quite a run. Il nous raconte avec émotion les 2 séries mondiales des Twins du Minnesota, avec la carrière également de Kirby Puckett comme joueur. Et aussi avec émotion, encore plus, quand les Vikings lui ont permis de faire partie de l'équipe radio de cette équipe-là, puis de relancer sa carrière, lui qui avait perdu son emploi de façon injustifiée dans une radio locale, dans une station de radio locale. Et l'appui de Dennis Green, notamment de l'organisation des Vikings du Minnesota, sont ses meilleurs souvenirs de la ville en soi qu'il a. Larry, it's an incredible honor. Thank you so much for taking time out of your day and sharing these memories with us, with our listeners, with me, and also educating us about what Minneapolis and St. Paul are as sports environment. It's you know, in 48 hours, it became probably my favorite sports cities in North America. And I truly hope to visit once again, and this time being able to see the Vikings and the Timberwolves, and share another great game with you, or probably a meal or something. Sounds like a winner. I look forward to it. It was a treat to meet you for the first time and experience what we did that day at XL Energy Center. And hey, best of luck to you. You're really passionate about what you do, and keep up the good work. Thank you so much. I'll say Mr. Fitzgerald. I know you don't want me to say Larry Fitzgerald Sr. You prefer saying the original. Thank you so much once again for your time. All right, thank you. Have a good day. All right, you too. Bye-bye. Il y a un journaliste qui l'a approché lorsqu'on était sur la galerie de presse au Minnesota, puis qui a dit « Vous êtes Larry Fitzgerald Sr. hein? » Puis là, il lui a dit
Appelle-moi pas Senior. J'aime mieux qu'on m'appelle Larry Fitzgerald, l'original, parce que Senior, ça me fait passer pour étant beaucoup plus vieux que ce que je ne suis. Fait qu'on a fait des petites blagues avec ça. Je les remercie, bien sûr, d'être venu sur le podcast et en espérant aller faire un autre épisode et l'avoir encore une fois. Mais cette fois-ci avec, bien sûr, les Vikings, les Timberwolves, le Minnesota United, notamment. Les Visiteurs, le podcast. Alors, on a fait notre évaluation du Xcel Energy Center. Je vous ai raconté mes péripéties là-bas. Marc-André est venu nous parler. Larry Fitzgerald également. Maintenant, j'avais tellement hâte d'aller commencer ma saison de balle. Aller au Target Field, mettre une chemise de baseball comme ça, voir de la balle en direct. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et allons-y tout de suite d'ailleurs dans cette évaluation du Target Field à Minneapolis. C'est notre premier stade de balle. Donc, on va mettre ça dans une évaluation à part aussi, mais je vais quand même sur les mêmes 5 pôles qui sont très importants. D'abord, l'emplacement, c'est un 5 sur 5. C'est en plein milieu du centre-ville de Minneapolis. Il y a une station de tram qui est à 100 pieds du stade. Donc, c'est exactement à 50 pas. Et je vous dis, moi, de mon côté, d'être sorti du press box à ma chambre d'hôtel, ça m'a pris exactement 7 minutes à pied. Ultra accessible comme endroit. Facile d'accès en voiture. Il y a énormément de stationnements étagés des 3 côtés du stade aussi, en plus du transport en commun. Que vous soyez n'importe où dans le centre-ville de Minneapolis, ça se fait très, très bien à pied. D'ailleurs, c'est très agréable à marcher comme ville aussi, Minneapolis. Plus que Saint-Paul aussi, parce qu'il y a plus de trucs à voir. Puis le design encore des buildings en briques mélangé avec la saveur des nouveautés du centre-ville aussi. Moi, j'ai adoré. Il y a 2 hôtels qui sont à proximité également. Et moi, j'ai réservé à un hôtel qui s'appelle Sonder, qui est des locations d'appartements à court et à long terme aussi. Il y a un gym au 17e étage du building, là où tu vois dans le stade des Twins. Tu vois dans le Target Field, à partir d'en haut de l'hôtel aussi, dans les aires communes. Il y a un gym là-bas, ça coûte pas cher. On parlait de 130, 140 $ la nuit, ce qui est très, très respectable pour un endroit où est-ce que tu peux justement cuisiner. Tu as accès à une cuisine dans ton... c'était très confortable, très silencieux aussi. 5 sur 5, l'emplacement. Puis Sonder également vous invite à aller voir le match d'en haut. Tu sais, tu peux regarder, tu pourrais rester dans ton hôtel, même pas acheter de billets, puis tu peux voir le match dans le stade des Twins. C'est quand même assez formidable. Alors, l'emplacement, l'accessibilité, c'est un gros 5 sur 5 pour le Target Field. Le design, 4.6 sur 5. Le stade est ouvert en 2010, a coûté 435 millions de dollars US. Il est tellement bien pensé, ce stade-là. Il est beau de l'extérieur, de l'intérieur. Pour la petite histoire, quand je suis entré avec mes accès médias, il y a un homme qui est rentré avec moi aussi et ça donnait être le descripteur radio des Tigers de Détroit et je l'ai suivi jusqu'à la galerie de presse. Et il a regardé le stade, il regardait le terrain puis il a pris une grande respiration. Quel beau parc de balle, top 5 dans la ligue, facile. Puis de la façon que, oui, le design extérieur, c'est vraiment le fun. Allez-y, faites le tour du stade au complet, vous allez voir. Il y a les statues d'ailleurs de Tony Oliva, de Kirby Puckett, dont Larry nous parlait un petit peu plus tôt également. On dirait pas que le stade a juste... il est ouvert en 2010, donc il y a 14 ans, le stade. On dirait qu'il est beaucoup plus vieux que ça. On lui a donné cette espèce de look-là vieillot, mais on a gardé aussi ce look-là avec la fameuse statue en néon des Twins. Je sais pas comment dire ça. La structure en néon des Twins qui est dans le champ droit. Le fameux logo Budweiser, il est bien fait, mais il est bâti petit et vers le haut également. Alors, il y a plusieurs étages dans les estrades, ce qui fait que peu importe, là, j'ai fait le tour partout du terrain et j'ai regardé, tu vois très très bien, tu te sens jamais ultra loin du terrain, tu vois super bien et vous allez voir, on aura Édouard Julien dans quelques minutes qui nous dit que justement
ça le sent sur le terrain, que les fans sont proches, on les entend très, très fort, être derrière leur équipe et tout le reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, l'écran HD qui est haute définition, c'est la 4e plus grosse de la MLB également. Le building est certifié LEED aussi. Alors, il y a cet aspect écologique qui est là. Quand vous vous promenez dans le stade, un peu partout aussi, vous allez voir, on n'a rien laissé au hasard. Il y a de l'art de rue qui est là. Il y a même les plans originaux, la miniature du stade qu'on peut voir qui est là aussi, derrière le marbre au 2e étage, je crois, pas trop loin de la zone VIP. Pour moi, ça a été un des 3 plus agréables à visiter, à marcher au complet, à aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai l'impression que partout, à tous les niveaux, on découvrait quelque chose de nouveau. On avait du plaisir, puis tu as tout le temps le goût de sortir ton téléphone puis de prendre des photos, peu importe où est-ce que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, 4.6 sur 5 pour moi, le design. Puis si, comme moi, lorsque vous y allez, il fait froid, il y a beaucoup d'auvent également qui, je vous dis, l'expérience là-bas, client au niveau du design, elle est presque parfaite. Puis c'est pour ça que moi, je mets un 4.6 sur 5 là-dessus. Maintenant, l'ambiance. Je suis allé à ce match-là. Il faisait 3 degrés. Il neigeait. C'était vraiment spécial. Je me disais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être sur place? Finalement, il y avait environ 15 000 personnes, ce qui est à peu près 35 %. Le stade est à peu près 35 % plein. Et malgré tout ça, il y avait une ambiance du tonnerre. Fait que pour moi, je m'imagine même pas ce que c'est dans un match de classement significatif. La game était vraiment pas bonne non plus. Lorsque j'y étais, il y avait beaucoup de blessés. Les stars étaient blessés. Fait que Carlos Correa jouait pas notamment. Royce Lewis non plus. Ce qui aide pas là, à l'ambiance ou à amener des fans. Quand il fait 3 degrés, il neige encore moins. Une petite neigette, là. C'était pas une tempête, mais quand même. Et je me dis, mettons, encore une fois, dans un match significatif en séries éliminatoires, ça doit être complètement fou. Puis j'étais vraiment surpris. Alors, c'est dur de venir mettre une note objective à ça. Mais je vais aller avec un 4.1 sur 5 quand même pour l'ambiance. On fait des bons efforts, encore une fois, avec tout ce qu'on peut mettre un peu partout dans le stade. Vous avez un parcours de poches puis de mini-potes que vous pouvez jouer avec les enfants en entrant dans le stade aussi. C'est vraiment cool. Une ambiance qui est très, très familiale aussi. On s'y sent confortable. L'accueil du monde aussi au Minnesota, je dois le répéter encore et encore. Alors, 4.1 sur 5 au niveau de l'ambiance. Une note très élevée pour un endroit qui était rempli, encore une fois, au tiers. Là, Les visiteurs, le podcast. Avant de terminer notre évaluation au niveau de la bouffe et des prix au Target Field, j'ai eu la chance de jaser avec Édouard Julien juste avant la pratique au bâton, en plein milieu de l'après-midi. On était surpris par la température, bien sûr, et sans trop vous donner de détails puis vous révéler tout ça, on va aller écouter tout de suite ce que Eddie avait à nous dire. Il était formidable, il nous a remercié à la fin. Et il m'a dit merci d'être venu nous voir. Ben voyons donc. Merci à toi, mon homme. On y va tout de suite. 1, 2, 1, 2. OK. Édouard, merci de prendre quelques minutes. Merci de nous recevoir. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Tu peux me tutoyer, s'il te plaît. Je suis pas si vieux que ça, plus que toi. Avant qu'on commence à parler de la ville, du stade et tout ça, est-ce que tu te sens un peu à la maison quand il fait froid comme ça avant une game, avant un match? Il neigeait ce matin. Oui, c'est bizarre un peu d'arriver au terrain, puis ça fait quand même 2-3 semaines qu'on joue. C'est la première fois qu'on vient ici au Minnesota, puis il neige. Alors, c'est définitivement très froid. Puis même moi, au Québec, auparavant, je pense que j'avais jamais joué pendant qu'il neigeait. Parce que d'habitude, les terrains ne sont pas souvent prêts au début de la saison. Alors, c'est bizarre. Je ne sais pas comment trop m'ajuster ou juste de penser à tout ça, mais c'est sûr que je vais mettre beaucoup de couches à soir parce qu'il va faire froid. On va jouer en... Ouais, c'est ça. On va y aller avec les pleurs d'oignon pour le match. J'ai hâte de voir ça. Le stade ici, parle-nous-en. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de joueurs qui parlent comme quoi que le Target Field, c'est un des top 5 de la Ligue. Toi, maintenant, tu fais 2-3 saisons que tu te promènes ici.
autour de la Ligue. Est-ce que tu as cette opinion-là également? Es-tu fier d'appeler ce stade-là ta maison? Oui, certainement. Je trouve que le terrain qu'on a ici, c'est quand même très récent, très nouveau. Puis pour nous, de pouvoir jouer ici à la moitié de l'année, c'est le fun parce que c'est un stade qui est quand même petit, mais que les estrades sont faites en sorte que les partisans sont un peu sur nous. Alors, tu ressens beaucoup la pression des partisans, tu ressens beaucoup les partisans juste se cheerer ou juste de crier pour toi. Puis c'est le fun des fois quand tu arrives au bâton, puis tu sens aussi que t'es pas tout seul dans le box, t'es avec tous les partisans comme ça avec toi, puis c'est toi contre le lanceur avec les partisans. Alors, je dirais que c'est un des plus beaux stades, certainement. Puis, d'habitude, la température nous donne... c'est quand même très beau ici l'été, alors il fait chaud, puis il pleut presque jamais. Alors, on est quand même chanceux ici au Minnesota. Puis justement, la foule, tu sais, c'est ton rôle de frapper, justement. Tu as été un excellent frappeur partout où est-ce que tu as passé. Tout le monde à travers la MLB a remarqué ta saison l'an dernier où est-ce que tu as frappé beaucoup de circuits. Tu es bien parti encore cette année. Parle-nous du feeling que tu as quand la foule se lève, quand il y a un circuit qui décolle ou un coup sûr. Est-ce que tu as des frissons à chaque fois que ça arrive? Oui, certainement. Parce que pour moi, frapper un coup de circuit, c'est quand même la partie du baseball, c'est l'affaire la plus plaisante à faire, c'est de frapper un coup de circuit, juste de pouvoir tourner les buts en joguant, puis que tout le monde, toute l'attention soit sur toi. Alors c'est le fun, avec les partisans sont debout, puis sont en train de juste d'applaudir ou juste de crier pour toi. Alors pour moi, c'est très le fun de frapper des coups de circuit, mais en même temps, d'un autre côté, jouer en défensif, faire des beaux jeux, d'aider tes coéquipiers ou juste de voir la foule, juste d'être debout aussi, non seulement pour les coups de circuit, mais pour la défensive ou juste pour n'importe quel jeu qui arrive. Ils sont souvent... ils ont quand même un gros impact dans la game. La ville, maintenant, tu demeures ici au Minnesota depuis... ça fait 2 ans que tu es avec l'équipe. On jasait d'ailleurs des petits restos de tes places favorites. Comment tu t'es acclimaté à la ville ici? Est-ce que ça a été une adaptation assez facile? Est-ce que tu aimes la ville en tant que telle? Bien, en fait, les 2 villes, là, Twin Cities et c'est-à-dire Minneapolis et Saint Paul? Oui, jusqu'à maintenant, j'adore. C'est quand même une ville qui ressemble au Québec, quand même, ou à Québec ou juste à Montréal. Il y a plusieurs bons restaurants de différentes cultures. Puis, surtout Minneapolis, c'est une petite ville où tout est proche. Puis moi, je suis quand même chanceux d'habiter downtown. Puis vu que l'an passé, j'étais une recrue, j'étais un peu plus jeune. Pour moi, j'ai pas encore une famille, alors j'allais souvent manger au restaurant avec mes coéquipiers ou juste j'essayais des nouveaux restaurants chaque soir presque. Alors, je dirais que le côté nourriture, c'est très, très bon. Puis en même temps, je dirais que c'est pas une ville qui est très dangereuse. Alors, jusqu'à maintenant, j'adore Minneapolis. Et as-tu 2-3 adresses à nous donner si jamais on veut? Il y a des gens qui nous écoutent, ils s'en viennent ici voir un match des Twins d'Édouard Julien. Des restaurants, ça, que tu... Ouais, c'est ça. Ouais, ben... Moi, j'aime bien les sushis. Alors, il y a une place qui s'appelle Billy Sushi, qui c'est quand même de très, très bons sushis. Ou sinon, il y a un autre restaurant qui s'appelle Angelina's, qui est très, très bon. C'est un restaurant qui a un peu de tout. Puis finalement, je dirais Spoon and Stable. C'est un peu plus européen, qui ressemble un peu à la nourriture qu'on a au Québec. Alors, c'est toujours frais. On peut dire que c'est farm to table. C'est plus les aliments frais, puis surtout... la nourriture qui ressemble au Québec. Alors, j'adore. J'ai marché devant puis je l'avais spoté celui-là, fait que très intéressant. Je vais peut-être aller faire un petit tour dans mon passage ici. C'est drôle, juste avant que je vienne te parler, il y a un de tes coéquipiers qui te demandait comment on dit des mots en français. Est-ce que ça t'arrive souvent? Il n'y a vraiment pas beaucoup de Québécois qui jouent dans la MLB. Vous êtes 2 cette année. Est-ce que tu te fais taquiner un petit peu là-dessus? C'est quoi d'être dans un monde où on n'est presque pas de Québécois ou de gens qui parlent en français? Oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de coéquipiers qui aimeraient ça apprendre le français, jusqu'à apprendre une différente phrase de différents mots chaque jour. Puis ça fait partie de moi que mon côté background, c'est que je suis français, puis ma première langue, c'est le français. Puis c'est toujours drôle pour eux de voir des interviews qui arrivent ici, puis que je parle en français devant tout le monde, puis il n'y a personne qui peut comprendre ce que je dis. Alors, c'est le fun. C'est différent qu'au hockey, où tu as plusieurs joueurs qui sont québécois dans la ligue, ou juste plusieurs joueurs souvent dans ton vestiaire, que tu vas avoir d'autres joueurs avec toi qui parlent français. Mais pour moi, partout ce que j'ai joué au baseball, j'étais souvent le seul Québécois ou la seule personne qui parlait français. Alors, c'est quelque chose qu'à chaque fois, c'est nouveau pour chaque coéquipier. Puis, ça fait de moi la personne que je suis. Je t'en pose une dernière avant de te laisser aller à pratique au bâton. Justement, il y a
4 ou 6. Ben, en fait, si on compte la MLS, tu as 5 équipes de sport professionnels qui sont ici. Les Vikings, il y a vous autres, il y a les Timberwolves qui s'en vont en série, il y a le Wild également. Est-ce qu'il y a de la synergie entre les joueurs des différentes équipes? Vous croisez-vous? Est-ce qu'il y a des communications qui se font? Il y a quelques Québécois qui jouent avec le Wild. On parlait avec Marc-André Fleury hier. Est-ce que vous avez eu la chance de jaser ensemble? C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de parler avec les autres joueurs de différentes équipes parce qu'on est tous sur une cédule qui est très complexe où on est tous en train de travailler très fort on joue à tous les jours pour nous, alors c'est dur de rencontrer d'autres personnes. Surtout les joueurs de football qui jouent pendant l'hiver. C'est sûr qu'on les rencontre pas. Puis le basket, eux aussi, sont leur propre cédule. Alors c'est dur de les rencontrer, mais c'est sûr qu'au hockey l'an passé, pendant les séries, ils venaient voir nos parties, puis c'est arrivé une fois à l'aéroport où on partait de la même aéroport, puis on était en même temps, notre vol était presque en même temps. Alors j'ai pu rencontrer les joueurs québécois du Wild. J'avais rencontré Fleury l'année passée, puis j'avais eu la chance d'y parler, puis c'était une très bonne personne. Puis juste qu'il m'ait reconnu, ça avait fait quelque chose pour moi, certainement. Parce que moi, j'ai grandi à regarder le hockey, j'ai grandi à regarder les Penguins de Pittsburgh gagner la Coupe Stanley presque chaque année, puis de voir Fleury, juste me reconnaître, ça a fait quelque chose. Puis ça démontre à quel point c'est une bonne personne, puis qui care des autres, pas juste de ses coéquipiers, mais aux alentours de la ville, puis surtout des Québécois. Merci, Édouard. Bonne chance ce soir, bon match. Merci. Hey, c'est pas parfait, ça? Les deux Québécois, nos deux invités sur le podcast qui ont une bromance maintenant, c'est incroyable. On aime ça. Les Visiteurs, le podcast. Ce qui est le plus important d'un stade de balle, la bouffe. Je vous le dis, je le répète encore, c'est sûr que vous êtes d'accord. Je pense que c'est là qu'on peut avoir la meilleure expérience de bouffe globalement dans un stade de balle. On essaie de donner une vitrine sur la ville, de donner vraiment une saveur locale et je trouve que c'est vraiment bien exécuté, tout comme ça l'est également au Xcel Energy Center. Et t'as pas mal d'affaires qui sortent de l'ordinaire. Oui, tu peux avoir un excellent bon burger, je sais comme ça, un endroit qui s'appelle Red Cow, qui est un restaurant local aussi. Il y en a un seul qui est au 3e niveau dans le champ à gauche. Allez-y là-bas si vous aimez, c'est-à-dire 2e niveau, pardon, section 233, le Ultimate Burger que vous allez avoir là-bas, qui en vaut supposément grandement la peine. Vous allez avoir également, tu peux avoir de la bouffe indienne, vegan, des tapas, des fameux bols, voyons, j'ai un blanc. Des fameux, Pokéball, si tu veux. Des sweet potato fritters, tu sais, les petits tasty taters, là, des affaires de même de patates avec les patates douces. Les options de dessert aussi. La fameuse crème glacée d'un casse, il y en a là-bas également. Des saucisses polonaises, des kramarczuk que tu peux avoir aussi partout au niveau 100. Il y a 2 bars aussi qui sont disponibles. Les 2 bars, il y en a un, c'est Truly On Deck. Ça, c'est fou raide comme ambiance. Tu as plusieurs choix de stations de bouffe différentes dans le Truly On Deck, dont asiatique également. C'est un peu comme un buffet, si on veut. C'est sûr que les prix sont un petit peu plus chers dans un endroit comme ça. Puis c'est un espèce de gros bar sportif qui est à même la ligne du premier but et qui a 2 étages également. Donc, ça vaut grandement la peine. On vous montre les images aussi sur YouTube et sur les médias sociaux. Et il y a un autre bar qui se situe sur la ligne du 3e. Moi, ce que j'ai mangé, fallait que je le teste parce qu'il y a un petit goût de Montréal là-dedans. Mais il y avait un fameux sandwich au pastrami. Ça, c'était un sandwich au smoke meat, mais poussé un petit peu plus loin, dans lequel tu peux choisir tes garnitures, les légumes qui vont dans le sandwich, si vous en voulez. Un petit à côté de chips. Encore une fois, le service était impeccable. Allez voir encore une fois sur notre Instagram ce fameux review de bouffe-là. 4.3 sur 5. 4.3 sur 5 pour la bouffe. Je pense qu'on a des options. Il manque quelques petits trucs que j'aurais aimé voir, mais quand même, je trouve que l'effort est très louable, qu'on a des belles options, des bons prix, tout le reste. Donc, 4.3 sur 5. Et quand je dis plus d'options, moi, j'ai pas vu énormément de bières locales. Je pense que ça aurait été intéressant d'en avoir un peu plus. Puis,
de pousser peut-être aussi un petit peu plus loin ces expériences-là. Donc, quand je veux dire ça, c'est l'expérience du Truly On Deck est intéressante. Et l'autre bord qui est complètement de l'autre côté, le plus vers la ligne du troisième but, le champ gauche, le Keeper's Heart Town Ball Tavern. Tu peux manger à l'intérieur, service aux tables, tu peux être debout, t'asseoir, peu importe. Tu as le Herbeck également qui est là. Donc, plusieurs options. Budweiser qui ont une fameuse terrasse qui est là aussi. La fameuse Summit Brewing Pub, je disais, manque un peu une saveur locale, mais probablement que la commandite a été faite comme ça par Summit Brewing qui font un petit pub qui est là, puis ça donne quelque chose d'intéressant. Mais 4.3, c'est quand même une excellente note pour la bouffe là-bas. Et maintenant, les prix. 4.5 sur 5. C'est pas cher aller voir les Twins. La moyenne exactement des billets est à 60$ pour assister à un match. Ça peut être très très bas ou encore en haut dans le stade. Ça commence à 14$. Et je vous donne des prix pour des nachos, 4$, des pretzels, 4$. Tu as des options où est-ce que les enfants peuvent manger, tu peux faire manger une famille. Je pense que les hot dogs, tu peux en trouver à 5$. Je pense tu peux en trouver autour de 5$. Donc, extrêmement intéressant. Puis même les options plus poussées, tu trouves pas bien quelque chose en haut de 15-20$. Puis ça, même pour ce que j'ai mangé, moi, qui était un gros repas plus haut de gamme, si on veut, en termes d'expérience. Alors, 4.5 sur 5 au niveau des prix. Ça va donner une solide note au Target Field. On commence notre côté baseball en grand. Note globale du Target Field, 5.5 sur emplacement, accessibilité, design 4.6 sur 5, l'ambiance 4.1, la bouffe 4.3, les prix 4.5. Ça fait 22.5 sur 25. Ça donne une note de 90 sur 100 à date, ce qui nous donne globalement dans tout ce qu'on a fait sur les visiteurs à venir jusqu'à présent, le meilleur building dans lequel on est allé. Et dans notre côté baseball, ça va être dur à battre, puis pas à peu près comme place. 90 sur 100 notre note du Target Field. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous ai retenu un petit peu plus longtemps. Encore une fois, merci à l'organisation du Wild. Merci à l'organisation des Twins, à Marc-André, à Edouard, à M. Larry Fitzgerald, The Original, on va le dire comme ça. Surtout, merci à vous d'être aussi nombreux de nous écouter. Continuez de partager ça. C'est le fun de continuer de bâtir ça avec vous autres. Et à notre commanditaire titre, notre partner là-dedans, nos chums de billets.ca, qui sont votre destination pour tous vos événements, que ce soit sportifs ou culturels. Encore une fois, merci à cette gang-là d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine, des bonnes destinations voyage et on se reparle au prochain épisode du podcast Les Visiteurs. Salut!